Et la France avait prétexté de cela rien que pour anéantir l'indépendance de l'Azawad. Ce que je ne comprends pas de la part de la France, et je le dis aux Français aujourd'hui devant eux, pourquoi ont-ils peur, de quoi ont-ils peur que des peuples prennent leur indépendance et leur liberté? Comment le Azawad serait un danger pour la France? Absolument. Dès lors que, de toutes les façons, quels que soient les démembrements des pays créés par la France, aucun d'entre eux n'échappera à la sphère d'influence de la France, et tous les marchés qu'ils ne peuvent pas, qui sont en train d'être offerts aux Australiens, aux Chinois. C'est peut-être par cette façon qu'ils pourraient les avoir de manière... Et aux Américains, ils peuvent parfaitement les avoir en priorité chez ces peuples, une fois qu'ils sont libres. Surtout si la France est du côté de ces peuples qui demandent la liberté, au lieu d'être du côté des dictatures et de revenir. Apparemment, l'Élysée nous a entendus, après la sortie de ce livre, puisque M. Hollande, quand il a été en Centrafrique, il a déclaré, contrairement à ce que j'avance dans ce livre, il a déclaré que vous voyez bien que la France intervient ici, non pas pour installer une dictature, mais pour sauver des populations. Il oublie qu'il vient d'en installer une au Mali. Tout à fait, mais force est de le constater, Farhat Mani, la France, l'Algérie n'étaient pas d'accord, n'étaient pas pour cette indépendance de l'Azawad, mais aucun pays au monde n'a été pour cette indépendance. Comment est-ce qu'on peut expliquer un phénomène pareil? Je crois que cela tient à la stratégie du MNLA. Le MNLA n'a pas bien étudié son sujet dans la mesure où il croyait que le fait accompli était suffisant pour rallier la réalité mondiale à sa cause. Ce n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'il fallait un travail diplomatique au préalable et aviser les chancelleries sur le devenir, sur ce qui allait advenir et éventuellement en obtenir l'assentiment et jauger en fonction des réactions des uns et des autres quelle était la possibilité de proclamer un État au préalable ou non. Les Américains ont quand même temporisé, et ceci grâce à notre intervention. Les Américains ont été au départ induits en erreur par la France. Ils allaient condamner l'indépendance de l'Azawad, et grâce à notre intervention, l'Amérique s'était abstenue de condamner. Elle a même demandé à ce qu'il aide le MNLA dans son œuvre. Et là, la contradiction avec les intérêts français a pu être négociée dans les coulisses, et finalement, l'Amérique n'a pas condamné, mais n'a pas soutenu non plus. Donc ils ont été là où leurs intérêts sont. Les Américains s'intéressent aussi à cette région, hein, du moins en géostratégie. On dit qu'ils ont des bases dans le sud algérien sans que les informations ne soient sûres. Mais aujourd'hui, dans l'Azawad, la situation ne s'est pas arrangée. Elle ne s'arrangera jamais. Tant que l'Azawad ne sera pas indépendant, il n'y aura pas de stabilité. Le Mali n'existe plus, que la France se rende à la réalité. Mais d'ici qu'ils s'en rendent compte, il faudra probablement quelques années de réalisme. Là, elle ne peut pas l'admettre parce qu'il est dans le chaud de l'action. Comme en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'existe plus. On aura beau avoir des politiques nationales de réconciliation, elles sont vouées à l'échec. En tout cas, les processus politiques mis en place ne sont pas efficaces, n'est-ce pas? Voilà. Puisque les problèmes demeurent et la présence française militaire est toujours là. En fait, il y a les objectifs militaires qui sont toujours atteints par la France, parce que technologiquement, elle a l'avantage. Mais les objectifs politiques qui légitiment les objectifs de guerre ne sont jamais au rendez-vous. On rétablit momentanément le calme dans une région, mais on n'en résout pas le problème essentiel. Et dans ces cas-là, il n'y a que soit des fédéralismes, quand ils sont acceptés par les peuples, qui peuvent encore sauver la mise, soit des indépendances, des séparations entre des peuples qui ne s'aiment pas. On a vu, même en Europe, les peuples qui se sont fait le plus la guerre, ce sont des voisins. Entre l'Allemagne et la France. C'est la vérité. Voilà. Aujourd'hui, les relations sont apaisées entre l'Allemagne et la France. Oui, ce n'est qu'une fois que chacun est rasséréné quant à son existence en tant que peuple et reconnu dans ses frontières,
qu'il peut coopérer avec ses voisins. Tant qu'il ne l'est pas, tant qu'il est menacé, il se battra pour exister. Tout à fait. Et on revient un peu à ce qui se passe en Algérie. Et donc, on a vu ces derniers temps une attaque en règle du pouvoir algérien contre les habitants du Imzaviyen. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette façon de procéder? C'est depuis 1985 que la question du Mzab s'est posée comme une confrontation entre deux peuples, les Chambis et les Mouzabites. Les Chambis se disent arabes et religieusement de rite sunnite, malikite même, c'est-à-dire pire que le sunnisme. Et les Mouzabites sont berbères et de rite ibadite, c'est-à-dire des hérétiques. Il y a eu des morts déjà en 1987. Et nous avons été témoins personnellement. Je me suis rendu au Mzab où j'ai rencontré en 89 les responsables, les sages du Mzab qui nous ont expliqué leurs problèmes. Malheureusement, les autorités n'ont jamais pu accepter une telle d'ouvrir la page de ce conflit. Oui. Et la cendre, sous la cendre, il y avait la braise qui continuait et depuis 2008 notamment, cela s'est ravivé à Beriane, à Mtlili et maintenant on est arrivé au cœur du Mzab, c'est-à-dire Ghardaya, où l'on veut exproprier les Mouzabites, les faire fuir, les spolier de leurs avoirs et les faire fuir de leurs terres et de leurs maisons. Est-ce que c'est un désir d'anéantir cette présence berbère? Oui, sans aucun doute. Et il y a cette volonté d'anéantir la présence berbère en général. On a commencé par les Kabyles. On a vu qu'on ne peut pas. Ils sont 10 millions d'habitants. Donc on se dit qu'on peut procéder par le maillon faible, notamment chez les Mouzabites. Voilà. Chez les Mouzabites, c'est un processus que clairement, on a vu les images, les témoignages, hein, les forces de police. Que ce soit en 2008 ou cette année, ce sont des policiers qui se joignent aux agresseurs pour jeter la pierre ou frapper des Mouzabites. Je tiens, dans ce cadre-là, à saluer le courage d'un homme. Oui. Il s'appelle Kamaldine Fkhar. Kamaldine Fkhar, nous le saluons fortement. Qui est un militant des droits de l'homme qui n'a pas cédé à la violence et qui sait défendre les intérêts de son peuple. Contrairement... Qui trouve les mots justes pour le dire, il a même appelé à l'intervention étrangère. Il ne s'est pas gêné pour le dire, vu aussi le peu de réaction en Algérie même. Nous soutenons sa demande d'une commission d'enquête internationale et d'une intervention des casques bleus, s'il le faut, dans la région pour protéger le peuple mouzabite. Il est indispensable, dès lors que l'État algérien, non seulement est défaillant en termes de devoir de sécurité envers ses citoyens, mais surtout coupable de crimes contre l'humanité dans la mesure où il se joint, il participe à la violence contre les Mouzabites. Ce n'est pas faux. Farhad Mahani, on a eu... Oui. À ce niveau-là, je voulais ajouter une chose. Bien sûr. C'est que le 12 janvier, c'est-à-dire dans 2 jours, malheureusement... L'émission sera projetée après, oui. Il y a une marche qui est organisée à Tizi Ouzou à l'occasion de l'Inaïa pour, bien sûr, le droit à l'autodétermination de la Kabylie, mais aussi pour soutenir le combat des Imazirans du Mzab. Et ici à Paris, il y a un rassemblement au Trocadéro également qui se fait dans ce sens-là. Oui. Et je dis que le régime fait circuler la rumeur selon laquelle ceux qui se battent pour le Mzab seraient manipulés par Farhad Mahani et le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Comme si les Mouzabites avaient besoin de se faire manipuler
pour défendre leurs droits.